Cette petite erreur de saisie me fait vous parler de la nécessité de séparer, quand on crée une base de données, quand on conçoit une base de données, dans des tables différentes, ce qui concerne des entités différentes. Alors revenons à notre diagramme ici. On a séparé dans deux tables différentes, ce qui concerne d'un côté les étudiants et puis de l'autre les sports qui sont accessibles, qui sont à leur disposition. Et puis une table intermédiaire a été créée qui répertorie quel étudiant pratique quel sport. Bon, on ne parlera pas de la table frais. Imaginons qu'au lieu de séparer les données qui concernent les étudiants et les sports dans deux tables différentes, nous aurions créé une table géante dans laquelle, pour chaque étudiant, chaque fois qu'il pratique un sport, on recopie à l'identique tout ce qu'il concerne, donc nom, prénom, code postal, ville, avec en face tout ce qui concerne chacun des sports qu'il va pratiquer. Dans cette table géante se trouvent des données redondantes avec des risques d'erreur de copie, puisque table géante, et puis éventuellement des incohérences liées au fait que pour un même étudiant, on va rentrer de façon erronée l'adresse, etc. Et une table géante dans laquelle on ne va pas pouvoir retrouver de façon précise et fiable ce qui concerne un sport donné ou bien ce qui concerne un étudiant donné. D'où l'utilité de séparer ce qui concerne chacune des entités concernées dans des tables bien distinctes en précisant de quelle façon elles sont liées, éventuellement en créant des tables intermédiaires telles que pratique qui expliquent quel étudiant pratique quel sport. Revenons à nos petites requêtes SQL. L'objectif à présent, c'est d'effectuer des sélections. Alors rappelons-nous que nous venons juste de faire une projection. On demandait les noms, prénoms et villes des étudiants. Et puis on avait demandé précédemment de les classer par ordre alphabétique de nom. Les voilà. À présent, on souhaite ne conserver parmi ces étudiants que ceux qui habitent sur Vannes. Donc, tout à l'heure, on a conservé des colonnes précises et à présent, pour ces colonnes données, on souhaite ne conserver que les lignes qui nous intéressent, à savoir ici celles qui contiennent la ville Vannes. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une sélection. On utilise le mot-clé where et la sélection va se faire sur le fait que la ville, ça doit être Vannes. Et voici mon résultat. Je n'ai effectivement que les noms, prénoms et villes, toujours, parce que j'ai fait ma projection, des étudiants qui habitent Vannes. Donc projection suivie d'une sélection. Alors la vie est mal faite parce que juste après le mot-clé select sont spécifiés les champs de la projection. Et puis ici après le mot-clé where s'effectue le critère de sélection. On peut, si on le souhaite, effectuer une sélection un petit peu plus complexe. Par exemple, ne conserver que les étudiants qui habitent Vannes et dont le prénom commence par la lettre P, par exemple. Donc, dans le prénom, alors commence par la lettre P, ça va se dire like, et puis on va vouloir mettre un P majuscule en tout début et n'importe quoi après. Voilà, il y en a deux. Si au contraire on voulait les noms de famille, enfin sélectionner les étudiants dont le nom de famille contient la lettre E. Alors contient la lettre E, ça veut dire que l'attribut nom, le contenu de l'attribut nom, commence par n'importe quoi, il y a un E au milieu et il se termine par n'importe quoi, y compris le caractère vide. On remarque ici qu'on a demandé que l'attribut ville soit égal à la chaîne de caractères Vannes en minuscule et qu'il a quand même trouvé toutes les valeurs ici Vannes en majuscule. Donc ce qui veut dire que la casse au fond n'a aucune importance sur la recherche. On peut faire également des sélections sur des champs de contenu numérique
Alors, intéressons-nous par exemple à la table frais qui contient des valeurs numériques. On se rappelle que c'est une table qui contient pour chacun des étudiants les montants dus. Alors, on va sauvegarder ceci et oublier tout ce qu'on vient de faire. On va donc sélectionner le code de l'étudiant et le montant de la table frais. Voici. Et on ne souhaite conserver que les contenus, que les enregistrements tels que le montant est plus grand que 100. Ou que 10, ou que disons 50. Je m'aperçois au passage que les valeurs qui sont ici n'ont absolument rien à voir avec ce que j'avais demandé au départ, ou ce que j'avais rentré au départ dans ma table. Alors rappelons-nous comment j'avais rentré mes données. J'avais mis des valeurs telles que 120, 250, etc. Sauf que j'avais décidé que le type de contenu était décimal avec 2 chiffres significatifs. Résultat des courses, tout ce qui dépassait 100 a été tronqué à la valeur 99. Il va donc falloir que je mette bon ordre dans tout cela et que j'aille modifier ma table frais. Donc à nouveau, la petite icône, voici. Donc, je vais me laisser un petit peu de place. Alors, cette fois-ci, l'outil qui nous intéresse, c'est la petite clé à molette. On clique dessus et on voit apparaître pour chacun des champs le type de données. On va donc modifier celui-ci. On va vouloir ici mettre 3, ça suffira pour nous. Et on applique. On voit tout de suite ici le script de changement qui est appliqué à notre base, et voici. Il ne nous reste plus, en recliquant sur le petit onglet de table, qu'à changer les valeurs ici à l'intérieur de la table, conformément aux données que nous souhaitions avoir depuis le début. Nous n'avons plus qu'à appliquer le changement. Et voici, tout s'est bien passé. Revenons à notre requête. Je valide. Et voici, les données initiales sont retrouvées. Nous souhaitons à présent obtenir le code des étudiants ainsi que les montants, ne concernant que les montants plus grands que 100. Donc ici, je fais une projection selon code étudiant et montant dans la table frais en sélectionnant donc where le montant est plus grand que 100. Je rends tout ça agréable à lire, j'exécute. Voici les résultats. Je souhaiterais à présent obtenir pour chaque code d'étudiant la liste de tous les montants. Donc ici, plutôt que de faire une sélection, il va falloir que je fasse un regroupement. Donc je vais regrouper. Donc ça s'appelle une agrégation. Je vais regrouper par code d'étudiant. Et je veux toujours pour chaque étudiant les montants. Alors si je demande ça, ça ne convient pas parce qu'on s'aperçoit qu'il n'a conservé pour chaque étudiant qu'un seul montant. Pour remédier à cela, il nous faut également demander de regrouper en second critère suivant les montants. Voilà, on retrouve bien regroupé par étudiant, par numéro d'étudiant, la liste des montants. Si l'on veut obtenir à présent non pas la liste des montants par code d'étudiant, mais la somme de tous les montants, on va le lui demander ici avec la fonction d'agrégation somme.
et du coup, on regroupe uniquement par code d'étudiant. Il a bien effectué la somme. Alors simplement ici, le nom de la colonne n'est pas très joli, donc on va le renommer avec un alias. On va lui demander de l'appeler somme. Et voici. Éventuellement, on peut sauvegarder cette petite table, l'exporter, etc. Si l'on souhaite ordonner suivant la valeur de la somme, on peut le faire avec order by à nouveau. Alors on va tenter de le faire suivant le nom le nouveau nom de la colonne qu'on a demandé, voir si ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. Ensuite, si jamais on voulait plutôt ordonner par ordre décroissant, il suffit de mettre ici par ordre croissant, pardon, ascendant en option. Alors ici, bon, ascendant c'est donc par ordre croissant, et si on veut faire par ordre décroissant, voici, donc option descendant. Si l'on souhaite à présent ne conserver que ce qui concerne les étudiants très dépensiers, c'est-à-dire ceux qui ont dépensé plus de 500 € par exemple, on le dit en tout dernier avec l'instruction having. Donc c'est-à-dire having, alors ceux dont la somme est plus grande que 500. Ça ne fonctionne pas parce que je me suis trompée de place pour ma sélection having. Il faut la mettre bien sûr avant le order by. Et voici ma liste. Si au lieu de la somme de tous les montants, je voulais travailler avec la moyenne, je le peux. Donc ici à la place de somme, j'écris moyenne, average. Et c'est parti. Donc il n'y en a aucun dont la moyenne est plus grande que 500. Je vais donc demander 200. Voici, il a calculé les moyennes. Bon, je vais continuer de l'appeler somme pour éviter de changer tout. Et puis au lieu de la moyenne, si on voulait le montant maximal, donc c'est la fonction d'agrégation max qu'on utilise à ce moment-là, ou bien le minimum avec la fonction d'agrégation min. Donc là, il n'y en a aucun, dans le minimum est plus grand que 200. On peut baisser à, disons, 70. Aucun encore, ah oui, le minimum, c'était 20 je crois. Voici. Si on le souhaite, on peut effectuer une première sélection à ce niveau-là aussi, en ne gardant par exemple que les enregistrements tels que le montant est strictement plus grand que 20. Donc en calculant avec la moyenne, disons, pour que ce soit intéressant. Donc, qu'est-ce que nous venons de faire? Projeter code étudiant et la moyenne des montants que l'on rappelle, que l'on renomme somme, de la table frais, en sélectionnant les enregistrements tels que le montant est strictement plus grand que 20, puis en regroupant suivant le code d'étudiant, en sélectionnant à nouveau les enregistrements tels que la somme est plus grande que 10, et en ordonnant suivant la somme décroissante. On remarque ici qu'on a fait deux types de sélection, une qui porte sur la table d'origine, sur la relation d'origine, avec le mot-clé where, et puis une autre qui s'effectue après le regroupement selon le code étudiant, et qui nécessite donc l'usage du mot-clé having, puisque le critère de sélection s'effectue sur le résultat d'une fonction, de la fonction de regroupement d'agrégation average. Je sauvegarde le snippet.